Alors, donc je vous propose ce premier dessin qui pourrait être un dessin d'une sorte de relevé, de tracé fantomatique, un peu d'une pratique à la Giacometti, ou un relevé d'empreintes de traces anthropomorphes de tribus primitives. Il n'en est rien. Cette image a été, et le tracé numérique par un artiste, fabriqué par un artiste qui s'appelle Jeremy Wood en 2008. Alors la technique est simple. La maman de ce jeune homme possède, comme toute bonne anglaise, un jardin. Elle habite une maison dans la région d'Oxford. Elle a un grand terrain autour de cette maison qui fait plus de 2000 mètres carrés. Et son fils Jérémy, depuis 8 ans, très consciencieusement, tond la pelouse de sa maman. Et il a simplement équipé sa tondeuse à gazon d'un GPS qui transmet à chaque fois qu'il pratique cette activité, qui transmet donc les informations et qui donne le relevé suivant que vous avez sous les yeux. Donc on a tout de suite une vision assez nette de ce que la campagne anglaise reçoit comme pluviométrie, qui n'est pas tout à fait la même que celle de la France, puisque vous voyez qu'on tombe beaucoup plus en été qu'au printemps. Et il nous donne ainsi la trace de toute une série d'indications sur la place de la maison, les plantations, les massifs, toutes sortes de choses qui réapparaissent donc dans ce tracé qu'il fabrique via sa tondeuse à gazon. Alors l'entreprise pourrait relever du grain de folie qu'on a l'habitude d'attribuer aux anglo-saxons si le travail du jeune homme ne relevait à l'étude d'une profondeur qui mérite que l'on s'y arrête. Voici un autre de ces boulots. Celui-ci s'appelle Meridians. Alors les mots écrits sont, alors vous voyez peut-être pas très bien, on va aller sur des gros plans, sont en fait les enregistrements, là aussi, d'un tracé qui est réellement effectué au sol, généralement en marchant, et là sur environ 70 km. Donc une performance qu'il a réalisée au printemps et durant l'été 2005, avec une phrase qui se lit lorsqu'on va plus près. Donc il a écrit « It is down, it is not down in any map, true places never are ». Ce que je pourrais traduire, ce n'est écrit sur aucune carte, et il en est ainsi de tous les vrais endroits. C'est une citation qu'il a tirée de Melville dans Moby Dick, et qui est une interrogation également sur la réalité des lieux et dans leur rapport à la virtualité des systèmes mathématiques qui en rendent compte. Alors, je m'explique. Jeremy Wood, en fait, joue là avec deux méridiens, ou plutôt deux systèmes de traits virtuels qui sont ici dessinés en jaune et qui correspondent à deux modèles mathématiques, tous deux scientifiquement valides. Le premier a été fixé autour de 1800 par l'astronome royal James Bradley, qui correspond au Greenwich Mean Time. Quand vous dites donner l'heure GMT, vous faites référence à ce système mathématique qui en fait repose sur une ellipse, un tracé virtuel ellipsoïdal qui sert de référence absolue pour toutes les cartes. L'heure de Greenwich, vous savez tout ce que c'est. Et puis en 1984 a été instauré un autre système, World Geodic System, qui sert actuellement de référence pour les GPS et qui est calculé sur un temps atomique, et qui là aussi utilise un système, une représentation en ellipse, mais qui est très légèrement différente de la première et elle aussi imparfaite. Or, il se trouve qu'à Greenwich, où ce jeune homme a travaillé, il existe 6 mètres d'écart entre les deux méridiens, et que finalement chaque méridien est lui-même le bord d'une carte qui ne se rejoint pas, comme si l'hémisphère ouest et l'hémisphère
est n'était pas jointif. Et donc, entre les deux, les lieux, virtuellement, n'existent pas. Donc, on est sur une sorte de fracture spatiale dans les systèmes de représentation que Wood, ici, exploite et parcourt avec un engagement physique sans pareil, puisque ça suppose que réellement, il aille marcher sur le terrain pour que ce tracé, ce dessin s'enregistre. Alors, le hit, par exemple, a été tracé sur un terrain de golf, puis il a pris un chemin pour aller écrire plus loin is, dont la base passe justement par un de ces méridiens. Il est parti ensuite beaucoup plus loin sur un terrain à côté d'une école, une sorte de terrain de foot où il a tracé le note. Le down que vous avez ici en bas, lui, sillonne entre les stèles d'un cimetière. Le in que j'ai oublié dans mon diaporama, lui aussi, est assez chaotique. Le any ne devait pas poser de problème parce qu'il y avait un grand terrain dégagé et le map devait suivre la même règle. Or, il se trouve que le jour où il est allé sur le terrain, bien évidemment, les aléas sont assez savoureux. Il y avait un cirque qui s'était installé sur le pré à côté du village. Donc, ce qui explique ce dessin chaotique du P qui finalement a dû faire le tour de toutes les caravanes et du chapiteau pour arriver à s'inscrire. Le True Places est placé exactement sur le parc de Greenwich où se trouve l'observatoire. Là aussi, avec des difficultés pour tracer certaines lettres, mais vous voyez que les deux mots sont alignés sur les 10 méridiens qui mènent le travail. Et puis, Never Or vient jouer sur le chantier de construction du dôme du Millennium que vous avez ici à droite. Et la fin du tracé s'arrête exactement sur la ligne la plus haute du méridien. Donc, évidemment qu'il n'y a pas de traces laissées au sol, et l'image que vous avez là peut très bien se passer de la superposition avec l'image aérienne de Google Maps. C'est d'ailleurs parfois présenté ainsi dans le travail de Wood, comme tout à l'heure la tondeuse à gazon, où c'est finalement plus intéressant d'avoir parfois le tracé vide que d'avoir cette image double avec la superposition sur le terrain. Donc on a ici finalement une interrogation sur un outil qui est un outil dessinant dans l'espace et dans le temps. Donc cet outil dessinant, je le qualifie comme tel parce que pour moi il s'agit bien d'un intermédiaire entre le corps de l'artiste et la surface bidimensionnelle de l'écran sur lequel s'enregistre cette déambulation. Alors, des machines à dessiner, on en connaît depuis très très longtemps. Elles ont fait l'objet de recherches et de publications. Ici, vous avez une image qui est tirée d'un recueil de l'abbé Dubreuil, qui était un des grands penseurs du dessin baroque. Et cette machine nous représente bien l'artiste en position de traceur bidimensionnel. Vous avez l'œil, vous avez la main, vous avez l'outil, vous avez la surface. Et le protocole de Wood, finalement, ne peut-on pas dire qu'il est en train d'inverser ou de déplacer le corps de l'artiste, son lieu de travail, puisque c'est son arpentage physique du réel qui, finalement, fait naître l'artefact de la représentation. Alors, si je prends un peu de distance, je ne peux pas dire de la hauteur, puisque le travail de Wood passe par les satellites, mais si je prends un peu de distance vis-à-vis de Wood, si j'essaie de revenir en arrière sur les outils qui sont dévolus à la création, de faire un point historico-technique, l'essentiel quand même des outils de l'artiste, on les connaît. Ça a été pendant très longtemps une panoplie très restreinte et très stable, qui était celle du crayon, du pinceau, du fusain. Si on élargit à la sculpture, à la gravure, on va trouver le burin, la gouge, le polissoir, toutes sortes d'outils spécifiques. Mais
Si on reste sur le pinceau, ici vous voyez Rembrandt qui tient sa panoplie de travail, si on reste sur le pinceau, on est finalement sur très très peu de variations entre les versions primitives et celles manufacturées qu'on trouve aujourd'hui dans les classes de maternelle ou dans nos ateliers. Juste quelques poils attachés autour d'un manche, et c'est le seul intermédiaire entre le corps de l'artiste et sa production. Et c'est un outil qui va de pair avec la maîtrise du geste, d'un savoir-faire qui bien souvent disparaît derrière l'iconique et se fait transparent. Alors là, je vous ai mis une image qui n'est pas une image d'outil, mais qui est une image du résultat d'un outil. Où l'outil ici a-t-il laissé sa trace? Finalement, nulle part. Dans ce rapport très particulier que le peintre entretient avec son métier, où il s'est longtemps agi de produire des analogons du réel en saturant la production d'effets illusionnistes. Donc on a une disparition, enfin une négation du travail, un effacement de la besogne, de la sueur qui a présidé à l'instauration de l'image. On fait disparaître les marques du travail derrière un savoir-faire qui est si parfaitement maîtrisé qu'il en devient transparent. Donc la notion d'artefact disparaît derrière l'iconique, derrière l'idée de l'objet présenté. On a toutefois quelques exemples fameux où l'accident, l'aléatoire, ou l'outil a priori inadéquat vient supplanter le travail besogneux. Je vous ai mis un petit texte que j'ai tiré de Pline l'Ancien, de sa volumineuse histoire naturelle, du livre 35 qui est plus particulièrement lié à l'artistique. Et dans cette histoire, Pline l'Ancien raconte que le peintre Protogène était aux prises avec la représentation d'un chien, un chien hargneux, et qu'il s'est échiné pendant longtemps à utiliser sans succès ses outils et ses techniques habituelles, et que ça ne marchait pas. Et voici donc ce que raconte Pline. L'écume avait l'air d'être peinte et non naturellement issue de la gueule, l'esprit inquiet et tourmenté voulant obtenir dans sa peinture le vrai et non le vraisemblable. Il avait bien souvent effacé, avait changé de pinceau sans arriver en aucune manière à se contenter. Et finalement, il se mit en colère contre cet art trop perceptible et lança son éponge contre la partie du tableau qui ne lui plaisait pas. Or, l'éponge remplaça les couleurs effacées de la façon qu'il avait souhaité dans son souci de bien faire. Et c'est ainsi que dans cette peinture, la chance produisit l'effet de nature. Voilà. Donc une sorte de jet d'éponge, d'outil de substitution tout à fait opportun, mais qui dénote déjà une certaine idée d'une forme de lâcher-prise dans la maîtrise de l'outil. Lâcher-prise ou désinvolture que l'on trouve toutefois dans un certain nombre chez un certain nombre de praticiens de l'art qui acceptent de laisser la trace du labeur, qui acceptent la mise en avant du geste. Ce sont les mêmes outils que sur le tableau de Van Eyck que je montrais précédemment, mais ce sont des gestes qui acceptent l'informe, qui acceptent la brièveté, qui acceptent l'accent signifiant, qui laissent voir le process. Et en laissant voir le process, évidemment, on a... alors, l'image, elle est double. On montre l'outil, mais on montre l'outil aussi dans les ouvertures que cette image livre de la temporalité du geste, du pinceau qui s'est arrêté sur certains accents lumineux, qui n'est pas allé plus loin dans la formalisation de la représentation, et qui donc, dans les choix de Velázquez, nous donne à voir ce temps de la création, ce temps du travail. Alors, j'ai mis Velázquez, j'aurais pu mettre le Gréco, j'aurais pu mettre Titien, j'aurais pu mettre Rembrandt, qui peignait tout autant parfois avec le manche du pinceau qu'avec les poils, ou qui même parfois laissait tout tomber et y aller avec les pouces, avec la main. Je pourrais mettre Goya, et j'aurais pu achever ce travail sur les impressionnistes, en tout cas sur la grande lignée de tous ceux qui étaient encore dans le sens de la figuration.
Finalement, ce qui est à l'œuvre dans ces travaux, c'est une manière de se déprendre de l'exigence du métier invisible. Se déprendre de l'exigence de maîtrise sera donc une première étape vers une forme de diversification des outils. Je vais passer vite. Le 20e s'ouvre sur la fin de l'exigence de représentation, sur la chute de la dictature de l'iconique. Et finalement, en modifiant les qualités attendues de l'objet produit, on rend possible la diversification des outils et on rend possible d'autres modalités de production. Une image incontournable et fameuse, c'est bien dans ce sens qu'il faut prendre la problématique et regarder cette image de Pollock en train de travailler sur un de ses drippings. Donc c'est bien parce que la figure avait été reniée, c'est bien parce que le métier, l'apprentissage n'était plus les incontournables de la légitime reconnaissance, que Pollock peut ramasser un bâton, prendre un balai-brosse pour produire ses drippings sans se trouver cantonné à une panoplie de tout temps et à jamais. C'est aussi le moment, et c'est évidemment une qualité connexe, c'est le moment où le travail devient un terme courant pour désigner ce que font les artistes. Ici, l'image de Pollock, c'est une image produite par Hans Namuth, qui a été un des grands photographes et vidéastes du travail de Pollock. Et finalement, très souvent, ce sont elles qui nous servent d'intermédiaires. On voit le corps de l'artiste dans cette position active. C'est aussi les dates quasiment du travail de Clouzot sur le mystère Picasso, hein, sur le travail de Picasso, où on voit le temps de la création. Donc on a un moment où finalement l'œuvre se déplace de l'objet fini vers l'artiste travailleur, producteur, et qui affiche ce qu'il doit dans sa production à l'incontrôlé. Donc la panoplie contemporaine, je ne vais pas en faire un inventaire à la Prévert, je vais juste donner quelques exemples, mais la panoplie contemporaine des outils relève d'une démarche exploratoire qui démarre dans les années 60 environ, qui n'empêche pas certains de continuer à manier le pinceau ou le burin, mais évidemment, on a des choses qui viennent rentrer dans le champ de l'art et qui sont tout à fait des hors-champs traditionnels. Travail ici de Nikit Saint-Phal qui s'entraîne à la peinture à la carabine et qui accroche des sacs des poches de peinture recouvertes de plâtre sur un support face à elle et qui tire dedans et qui laisse faire la coulure qu'elle produit. César, dont le premier lieu de travail, le premier lieu d'atelier a été une usine de mobilier métallique du côté de Villetaneuse et qui donc a commencé à produire au milieu des bouts de ferraille et qui a découvert un jour, un peu par hasard, à la télévision, un documentaire sur les presses hydrauliques qui commençaient à rentrer dans la manière de compacter tous ces déchets, qui est tombé fasciné devant le process que ces machines mettaient en œuvre et qui se précipite sur cet outil, alors machine ou outil, capable de rendre à la matière informe une sorte de netteté, comme ça, de propreté de bloc, et qui deviendra quasiment sa marque de fabrique et un outil récurrent dans sa production. Alors les plasticiens connaissent bien le travail de Wim Delvoye, qui en général suscite toujours des tas de questions. Wim Delvoye, il a les machines, il connaît. Il avait présenté ici au CAPC, vous en souvenez peut-être, une machine qui s'appelait Cloaca, qu'on nourrissait
d'un côté avec un protocole alimentaire très précis parce que le processus de digestion, la machine était très fragile et donc on avait comme ça une sorte de trajet qui passait par des sortes de machines à laver multiples et qui éjectaient à la fin des étrons qui étaient mis sous vide et vendus. Bon, c'est pas pour cette machine-là que je l'ai sélectionné aujourd'hui, c'est juste parce qu'il a aussi une production qui est une production de tatouages sur des cochons. Et ces cochons sont ensuite tués et la peau est conservée, tannée. Donc il y a un commerce de l'art qui est fait à partir de ces peaux de cochons. Autre outil tout à fait surprenant, hétéroclite dans le champ de l'art, cette jeune femme qui se sert de ses aiguilles à tricoter, ou plutôt de son crochet, je pense, hein, parce que je vois toujours la référence au tricot, mais techniquement, je pense que c'est plus du crochet, et qui se sert de cet outil pour ce qu'elle appelle du graffiti urbain. Et elle emballe un certain nombre d'objets tout à fait hétéroclites, des cabines téléphoniques, des autobus, des arbres à Washington, grâce à ces bouts de laine colorés et à ces petites mains. Voilà. Donc, que vont chercher tous ces artistes? J'aurais pu en mettre beaucoup comme ça, et la panoplie aurait pu être longue. Que vont chercher ces artistes lorsqu'ils se précipitent sur des outils qui ne leur appartiennent, a priori, qui ne sont pas faits pour eux? Donc, en quittant la panoplie balisée des outils de création, l'artiste s'engage dans des formes de travail où on retrouve quelques pratiques, enfin en tout cas quelques problématiques, qui pourraient être des problématiques récurrentes. Très souvent, il va chercher l'instable, il va chercher l'imprévu, il va chercher des choses, il va chercher de l'incertitude. Souvent, il ne sait qu'incomplètement ce que sera le produit fini, donc une forme de non-maîtrise, de lâcher-prise, qui est aussi récurrente dans ces explorations. Et puis aussi, très souvent, une forme de collusion, je peux presque dire de collision étonnante avec des objets produits en regard des outils qui ont servi à les mettre en œuvre. Et finalement, il dégage l'outil d'une forme de fonctionnalité, puisque l'outil, hein, si je reviens à une définition, c'est un objet fabriqué, utilisé manuellement, doté d'une forme et de propriétés physiques adaptées à un process de production déterminé et permettant de transformer l'objet. Donc on parle d'une forme raisonnée qui est préparée pour l'usage que l'on veut en faire. Et dans la famille étymologique des outils, vous avez les ustensiles, vous avez l'usage, vous avez le mot utile, enfin tout ça, ça découle de la même racine latine. On peut passer évidemment par le travail de Leroi-Gourhan, dont je présente ici une des multiples planches qui émaillent ses ouvrages dans ces 2 volumes d'évolution et technique. Là, c'est une planche sur les percussions. Il en a d'autres où l'on voit non seulement les outils, mais où on voit également les gestes. Et tout son travail, évidemment, fait le point sur cet ajustement sans cesse raffiné qu'il existe entre, d'une part, la fonction, l'objectif usagé, d'autre part, la main et le geste, et entre les deux, l'outil en tant qu'intermédiaire facilitateur. Donc, en jouant le déclassement de fonctionnalité, on introduit finalement du jeu dans cette mécanique, du jeu au sens où un menuisier, par exemple, peut dire d'une pièce de bois qu'elle joue, c'est-à-dire quelque chose qui devient de l'ajustement incertain. Et l'outil dans les mains de l'artiste devient exploratoire, incertain de sa fonction. Un outil de bricolage
au sens étymologique du terme, puisque bricoler au XVe siècle, hein, j'aime bien toujours revenir à l'étymologie, ça dit des choses sur les mots que l'on utilise, c'est aller de ci, de là, ou au XVIIe, c'est jouer en utilisant la bande au jeu de pommes ou de billard. Autrement dit, c'est ricocher et bricole ceux qui jouent les rebonds, ceux qui jouent la trajectoire multiple ou le retour aléatoire, pardon, l'errance. Dans mon séminaire où je travaille sur le même sujet, je vais inviter très prochainement une artiste bordelaise qui s'appelle Véronique Lamarre, qui présente son travail ce week-end à Cap Science dans le cadre des Journées de la Science, je crois. Et Véronique Lamarre a été invitée par un labo du CNRS qui travaille sur la caméra thermique. Et en gros, on lui a donné carte blanche pour venir mettre du jeu dans cette recherche scientifique et voir ce qu'on pouvait faire. Hein, on confie, comme on lui aurait confié un tournevis ou une tondeuse à gazon, on lui a confié une caméra thermique et voir ce que les artistes peuvent faire dans une forme de sortie expérimentale de cet objet qui, dont on lui propose la manipulation. Le roi Gourand, lorsqu'il parle, lorsqu'il analyse le processus de l'activité créatrice, et c'est un de ses chapitres, hein, parle d'association inventive. Et c'est aussi un principe très fort d'innovation qui est mis en avant dans le bouquin de Pierre-Michel Menger qui s'appelle « Portrait de l'artiste en travailleur ». Dans ce portrait de l'artiste en travailleur, le travail artistique est considéré comme la forme idéalement désirable du travail, une forme de valeur positive que Menger va reprendre des écrits de Marx ou même des écrits d'Hannah Arendt et qui nous donne une forme presque idéale du travail artistique comme de toute forme de travail. De tous ces textes, ne faut-il pas retenir finalement la valeur positive du fer, d'un fer qui serait finalement chez les artistes plus soucieux de ses explorations que de ses productions, de ses bricolages que de ses marchandises, et rendre hommage de ce mésusage des outils, de cette poésie, de la poétique, où finalement un petit bateau gonflable, 2 rames, un GPS et un jeune artiste anglais un peu fou écrivent laborieusement et maladroitement « water » sur les eaux des côtes de la Manche. Je vous remercie.